Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce matin pour un sujet qui est assez nouveau pour tout le monde, puisqu'il faut savoir que moi qui exerce le métier de consultant en développement durable depuis maintenant plus de 6 ans, quand j'ai commencé mon métier, on ne parlait pas de l'impact du numérique et le numérique était perçu comme quelque chose de plutôt positif. Euh, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de voix se questionner là-dessus, de se dire est-ce que la transition vers le 100% numérique est vraiment ce qu'il nous faut ou pas. Est-ce que la 5G, c'est une problématique ou non? Et on voit également que de plus en plus d'entreprises, et pas que celles qui sont dans le secteur proprement parlé d'éthique, mais toutes les entreprises, puisqu'on est tous concernés par le sujet, se posent cette question de c'est quoi mon empreinte numérique? Et la plupart ne savent pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut le mesurer, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la transition numérique qui existe, qui aujourd'hui est en pleine vitesse, et j'imagine que si vous travaillez dans une entreprise, vous voyez de jour en jour, soit également une transition vers plus de durabilité. Donc, pour vous parler de ce sujet aujourd'hui, il y a moi-même, donc Martial Vargas. Si tu veux bien changer de slide, Marion. Moi, je suis expert chez Cantis en transition et transformation plutôt sociétale, c'est-à-dire comment est-ce que la société doit changer pour être dans un monde durable, d'où le terme de absolute sustainability, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une société durable et pas juste une société qui est de plus en plus durable. Et je suis accompagné avec Marion qui du coup s'occupe de nos développements dans le secteur du numérique aujourd'hui. Je te laisse te présenter, Marion. Bonjour à tous. Donc Marion Leblanc, également consultante chez Cantis, et je suis en particulier en charge de coordonner toutes les activités autour du secteur du numérique, donc que ce soit les développements qu'on fait en interne comme les missions clients. Et donc, pour vous présenter Cantis, il faut savoir que nous, notre rôle, et vous allez le voir au cours de cette présentation, c'est vraiment de faire ce lien entre ce que nous dit la science environnementale et les entreprises. Aujourd'hui, on essaye tous de faire mieux, mais parfois on est confronté à se dire, en fait, je ne sais pas comment faire. Et nous, notre conviction, c'est que la science peut nous permettre vraiment d'avancer, mais bien sûr, il faut faire le lien. Parce que parfois, les développements scientifiques sont un peu éloignés de la réalité de l'entreprise et c'est nécessaire de créer ce pont qui permet de relier les deux. Et nous espérons qu'aujourd'hui, nous allons aussi vous montrer comment ce lien peut se faire quand on parle du numérique durable. Donc aujourd'hui, pourquoi s'intéresser à l'impact du numérique? Comme le disait Martial, en fait, pendant des années, le numérique est apparu vraiment comme un peu une solution magique. Quand on parlait de surtout pas imprimer, regarder les documents sur son ordinateur, quand on parle de la visioconférence qu'on a tous beaucoup utilisée pendant la période de Covid, qui permettait d'éviter les déplacements. Donc ça paraît un peu comme une solution vertueuse, mais ces derniers temps, on parle aussi énormément de l'impact environnemental du numérique, l'impact carbone, mais pas seulement, tout ce qui a trait à la consommation d'eau, à l'extraction des minerais, de terres rares. Donc en fait, quand on est un acteur du numérique aujourd'hui, c'est difficile de faire la part des choses entre son rôle de facilitateur et en même temps essayer de maîtriser sa propre empreinte. Donc on a essayé de s'y pencher, on va dire, en sortant de notre rôle d'expert. Et on va voir que c'est pas évident du tout, parce que ce qu'on a trouvé en fait assez facilement sur Internet, c'est un peu tout et son contraire. Si on se focalise typiquement sur l'exemple du papier versus digital, on va trouver énormément d'articles qui vont être pro-papier et encore plus, on va dire, pro-digital. Donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'on allait creuser un petit peu plus, et notamment aujourd'hui en particulier, on a prévu 3 questions avec Martial pour vous, donc pour tester un peu vos connaissances. Alors, très rapidement, Martial, je te laisse. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle un Menti. C'est une petite page web que vous pourrez utiliser. Donc, c'est assez simple. Il faut que vous preniez votre téléphone. J'espère que vous avez tous une connexion Internet ce matin.
vous pouvez aller sur ce lien qui est ici, donc menti.com, et vous aurez normalement une page qui s'affiche et vous demande un code qui est ici. Donc je vous invite à le faire. Dès que vous allez avoir une question qui va s'afficher tout de suite. Je ne vais pas l'afficher à l'écran immédiatement pour que tout le monde ait le temps de rentrer le code. Une fois qu'on aura assez de personnes sur le Menti, on pourra passer à la slide suivante. Si quelqu'un n'arrive pas à lire, je vais vous donner le code. C'est le 819 460 8. Et du coup, j'ai oublié de présenter Anne-Florence qui nous aide à la régie ce matin et qui est donc en train de voir combien de vous êtes sur le Menti. On voit quelques-unes des têtes se lever, donc je pense que c'est à peu près bon. On va pouvoir passer aux questions. Alors, la première thématique qu'on aborde aujourd'hui, c'est l'évolution de la part du numérique dans la consommation énergétique mondiale entre 2010 et 2025. Oui, donc en gros, ce qu'on demande de là, c'est si aujourd'hui, ou si en 2010 plutôt, le numérique représentait X% de la consommation énergétique mondiale, combien ça va représenter en 2025, d'après vous? Et donc, quel est le pourcentage de croissance globalement de la consommation énergétique liée au numérique? Ok, donc ça montre bien un effet qu'on peut avoir, c'est-à-dire que même si majoritairement vous avez donné la bonne réponse, et je laisserai Marion compléter, on peut avoir l'idée de se dire, en fait, la part du numérique devrait réduire parce qu'on optimise, on améliore, on fait de plus en plus d'efficacité énergétique. Mais du coup, Marion, je te laisse commenter le chiffre. Oui, bah, effectivement, en fait, on voit que les services pour faire un service numérique, en fait, on est de plus en plus efficace énergétiquement. Donc, a priori, la part devrait réduire. En revanche, on voit qu'il y a de plus en plus de services numériques proposés. Et en plus de ça, malheureusement, c'est les utilisations qui sont engendrées par ces nouveaux services qui sont extrêmement énergivores, en fait. Et donc cette tendance fait que malgré qu'on s'améliore en efficacité énergétique, la part du numérique, en tout cas dans la consommation énergétique, augmente et pas qu'un peu. Et donc, ce que ça reflète aussi, ça reflète deux choses intéressantes à creuser. La première, c'est qu'on a une grosse disparité numérique aujourd'hui. Vous le savez, dans beaucoup de pays en voie de développement, peu de personnes ont accès à tout ce qui va être lié à Internet, par exemple. Et pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, on estime qu'un Américain moyen consomme par mois environ 130 gigaoctets de data. Alors qu'un Indien moyen, lui, en consomme en moyenne 2. Donc ça aussi, ça explique forcément cette croissance, c'est-à-dire on va vers plus d'égalité face au numérique, avec des utilisages de plus en plus énergivores, quelque part, pour certains cas. Mais aussi, ça reflète un point important. Je vous ai dit, quand moi j'ai commencé mon métier, le numérique, c'était un non-sujet. Aujourd'hui, ça le devient, et ça risque de prendre de plus en plus d'importance face à cette croissance. On va passer à la deuxième question qu'on a pour vous. Qui est maintenant d'essayer de trouver vraiment d'où vient l'impact principalement du numérique, donc impact environnemental. Le numérique, c'est un peu une grosse boîte noire, mais on sait que derrière, ça représente les terminaux utilisateurs, ça représente l'utilisation qu'on en fait. Mais pour permettre toute cette utilisation, il y a aussi énormément d'infrastructures derrière. On parle énormément aussi de l'impact des data centers. Donc on va essayer aujourd'hui de vous donner un peu des ordres de grandeur pour se rendre compte quelle est la partie qui a le plus d'impact en fait. Du coup, Anne-Flo. Alors,
La bonne nouvelle, c'est que encore une fois, la majorité, même si elle est faible, elle n'est pas absolue, a raison. Donc c'est bien les utilisateurs. Mais je pense que Marion peut vous donner plus de détails sur la répartition exacte. Ouais, pour vous donner quelques chiffres, donc quand on parle d'utilisation, on va parler des terminaux utilisateurs et de toute l'énergie aussi et des échanges de données qui est nécessaire à l'utilisation des services numériques. Ça représente aujourd'hui 48% à peu près de l'empreinte du numérique. Ensuite vient tout ce qui est infrastructure réseau pour environ 27%, et après les data centers pour 25%. Donc je suis agréablement surprise que vous ayez aussi eu en tête que la phase d'utilisation était extrêmement importante. Et là-dessus, en fait, les chiffres, les différentes parties ont de l'importance pour différentes raisons. Sur la partie utilisation, en fait, on voit que c'est beaucoup le nombre de terminaux que chacun a. Aujourd'hui, un Américain moyen a entre 10 et 12 terminaux, et Européen de l'Ouest, on va dire, on n'est pas très loin. Donc c'est énorme. C'est aussi extrêmement lié à la rapidité de changement, en fait, et aussi en fait, à l'obsolescence programmée qui est derrière. Alors que si on prend les data centers, là, l'impact vient principalement de l'utilisation. Donc on voit déjà qu'en fonction de ce qu'on regarde, il n'y aura pas forcément les leviers de réduction d'impact qui seront identiques. On va être sur des leviers différents. Ce qui est aussi intéressant de comprendre, parce que du coup, pareil, pourquoi est-ce qu'on vous pose cette question? La première raison, c'est parce qu'on voulait aussi vous sensibiliser au fait qu'on est tous acteurs dans le numérique, parce qu'on a tendance ou souvent à imaginer que le gros de l'impact, c'est les data centers, c'est pas nous qui gérons, c'est loin, c'est Amazon, c'est Google, c'est Microsoft, alors qu'en réalité, on est tous acteurs et on a tous aussi notre rôle à jouer là-dedans et à comprendre comment est-ce qu'on peut réduire notre empreinte numérique, aussi en tant qu'entreprise, mais aussi pour vous sensibiliser sur un point important. Là, on parle de grossièrement où sont les enjeux. Par contre, ces enjeux-là seront très différents en fonction de l'usage numérique dont on parle. Quand on parle de une publicité que vous allez regarder même pas une seconde sur votre téléphone, là, forcément, l'impact ne va pas être dans l'usage que vous en faites, parce que vous êtes juste, vous recevez cette information, mais vous ne l'analysez même pas, elle passe à travers. Le gros de l'impact va être en effet dans le transfert des données, sûrement, qui est nécessaire pour envoyer une image à des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Par contre, si vous êtes en train de regarder un film en streaming, l'impact sera chez vous, parce que là, c'est vous qui passez 2 heures à regarder une image sur votre ordinateur, sur votre télé. Et donc, forcément, on va avoir des gaps aussi en fonction des usages. Ce qui est l'autre message qu'on veut faire passer, c'est qu'en fonction des usages, les impacts ne seront pas les mêmes et il faudra s'adapter en conséquence. Et enfin, on a une troisième question sur une note un peu plus positive, on va dire, où on vous interroge sur les potentiels de réduction de l'empreinte carbone si on intègre une réflexion d'éco-conception dès la phase de conception. Je pense que vous avez tous déjà entendu parler de certains leviers. Il y a beaucoup de documents qui paraissent sur les leviers qu'on a en tant qu'utilisateur, les bonnes pratiques de l'utilisateur. Mais il n'y a pas forcément de chiffres derrière pour savoir de combien on va pouvoir vraiment réduire notre empreinte et à quel point on doit s'engager en fait dans cette direction. Alors, encore une fois, parce que du coup, Anne-Florence m'a montré les résultats, les réponses sont partagées surtout entre les deux dernières réponses, donc moins 60 ou moins 40%. Et donc, encore une fois, une bonne partie des personnes présentes, vous avez raison, c'est plutôt vers les moins 60%. Ce qui montre aussi la capacité qu'on a à réduire notre empreinte numérique, parce que là, on ne parle pas forcément d'un impact à réduire la consommation, on parle vraiment de changer la conception, l'utilisation et l'usage qu'on en fait, et c'est ça qui va nous intéresser. Après, un message hyper important pour nous à vous faire passer, et c'est ça qui est aussi important, c'est que aujourd'hui, on parle de tout ça, on vous montre que l'impact du numérique n'est pas négligeable, mais on doit aussi questionner aussi, et c'est ça qui va être intéressant, sur le rôle du numérique.
Parce que du coup, on pourrait vous dire, là maintenant, du coup, allez-y, on va réduire notre empreinte numérique, on va la diviser par 2. C'est la tendance qu'on observe d'ailleurs dans le monde, en général, ce qu'on demande aux entreprises. Alors que le numérique peut également avoir un rôle de catalyseur de la transformation. Et donc, si on continue, et on se pose cette question de quel est le rôle, moi je voulais faire la comparaison par rapport à ce qui se passe en termes de stratégie d'entreprise par rapport à d'autres sujets. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Dans le monde, ce qui se passe, c'est qu'on a décidé qu'il fallait limiter le réchauffement climatique. Donc, c'est quoi l'action qu'on prend? C'est d'éliminer nos émissions de gaz à effet de serre, donc passer vers le zéro net. Et donc, c'est quoi que ce qu'on a fait? C'est aujourd'hui, beaucoup d'entreprises s'engagent dans les Science-Based Targets et disent on va réduire nos émissions d'ici 2030. Et donc, en tout cas, c'est ce qu'on veut pour la planète et c'est ce qu'on fait en entreprise. On a essayé de calquer le besoin planétaire au niveau de chaque entreprise. Et on peut se questionner de si c'est le bon moyen. Et nous n'en sommes pas convaincus, étant nous-mêmes concernés. On n'est pas dans le numérique exactement, on est dans le conseil. Mais on pourrait se poser la même question. Parce que si on s'appelle Quantis, notre rôle, c'est d'accompagner les acteurs à changer leurs pratiques. Nous sommes des catalyseurs, en tout cas nous l'espérons aussi. Si on voulait vraiment réduire nos émissions par 2, ça voudrait dire qu'on ne peut pas avoir une croissance significative parce que les moyens que nous avons pour réduire nos émissions sont limités. Pour le numérique, nous estimons que c'est un peu la même chose et c'est pour ça que nous avons développé le concept de l'absolute zéro qui dit que chacun doit trouver où est son potentiel pour aider dans la transition environnementale. Parce qu'il est fort probable que pour beaucoup d'usages numériques, l'endroit où vous pouvez maximiser son potentiel, c'est dans l'aide aux autres. C'est en aidant les autres à réduire leurs émissions. Et nous avons plein d'exemples à vous apporter sur ce genre de cas où on peut être dans le numérique et aider les autres à réduire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place des actions pour réduire, ça ne veut pas dire qu'il faut appliquer le moins 60%, ça veut juste dire que la transition numérique et le fait d'avoir plus de numérique ne va pas nécessairement contre le fait d'avoir une transformation, et tout est une question d'usage, parce que dans certains usages, en effet, le numérique représente aujourd'hui une meilleure solution qui est ce qui est disponible, et donc il faut encourager son développement. Donc, on a préparé quelques exemples à vous présenter aujourd'hui et notamment, je voulais vous parler de Microsoft avec qui on collabore régulièrement et qui justement illustre bien cet exemple. Parce que Microsoft, non seulement a pris des engagements très ambitieux pour lui-même, pour réduire sa propre empreinte, mais a regardé aussi comment il pouvait aider ses clients à réduire leur propre empreinte. Ils ont abordé un peu 3 axes sur cette direction. Le premier axe, c'est la transparence. Puisque aujourd'hui, on l'a vu, le secteur du numérique est vraiment au balbutiement de la mesure d'empreinte environnementale. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'être transparent, ne serait-ce qu'envers ses collaborateurs dans toute la chaîne de valeur pour la création d'un service numérique, pour qu'un acteur de cette chaîne de valeur vraiment comprenne ce que l'autre fait et l'impact associé, et en fonction de quel levier. Et notamment dans ce but de transparence, donc c'est là où Microsoft a créé un outil, un calculateur, où ses clients peuvent aller donc sur ce site et calculer l'empreinte carbone associée au nombre de données hébergées chez Microsoft. Ils le permettent également aux personnes qui ne sont pas encore passées chez Microsoft en fait, de calculer qu'est-ce qu'ils éviteraient en termes d'émissions entre un hébergement sur des serveurs en local versus chez eux. Ensuite, sur l'axe de la nouveauté, donc, Microsoft a développé des outils aussi qu'il a mis à disposition d'organisations qui œuvrent pour le bien-être de la planète. Et donc, je pense notamment à l'outil AI for Earth ou Planetary Computer.
Et puis enfin, le troisième pilier de co-innovation, c'est sûrement celui-là chez lequel on s'est même le plus reconnu chez Cantis, puisque le but de tout ça, de la transparence, de la mesure environnementale, c'est vraiment de mesurer, de comprendre, de maîtriser et ensuite d'intégrer ça dans une démarche d'éco-conception. Et on l'a vu, en fait, donc la chaîne de valeur d'un service numérique est souvent complexe, souvent faite de nombreux acteurs, donc il est extrêmement important d'avoir une démarche là holistique et donc de prendre ces partenaires dans cette démarche d'innovation. Et on pourrait parler là de co-éco-innovation. Et donc, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est vraiment cette approche intégrée. Et si vous regardez ce que dit Microsoft sur leur politique environnementale et notamment climat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire ils reconnaissent leur besoin de transformer. Et d'ailleurs, ils s'engagent pour réduire fortement leurs émissions et arriver au net zéro, tout en disant que eux, leur principal levier, c'est de maximiser le potentiel de réduction chez les autres. Et c'est ça qu'on veut vous montrer, et le numérique peut vraiment permettre ça de façons différentes. Un exemple, c'est aussi les outils qui permettent aux autres de prendre des décisions, de mettre en place des actions. Donc on voulait vous parler, par exemple, ça c'est un outil que nous-mêmes nous avons développé, qui encore une fois montre les possibilités que le numérique apporte. Il s'appelle GeoFootprint, et il a pour vocation de permettre aux entreprises de suivre l'impact environnemental de la production agricole au champ, et donc de vraiment faire un suivi précis, et donc dans l'idéal d'assurer que les entreprises dans l'agroalimentaire vont faire les bons choix, vont savoir où sont les enjeux et ils vont prendre des actions pour réduire leur empreinte. Un troisième exemple qu'on voulait vous présenter également aujourd'hui, donc c'est la plateforme Biwi, qui a été développée par Engie Digital. C'est une plateforme collaborative qui permet d'échanger en fait des pièces détachées qui résident aujourd'hui dans les stocks de différents sites d'Engie et permettre des échanges entre différents sites d'Engie et même dans le futur de manière étendue dans le secteur de l'énergie. Et là, c'est typiquement un exemple du numérique au service de la transition écologique, puisque dans son rôle principal de gestionnaire des ressources. Donc là, il y a plusieurs leviers qui sont positifs pour réduire l'impact environnemental. Le premier, c'est le fait de ne pas produire une nouvelle pièce, puisque en fait, on peut faire des échanges dans des pièces qui sont déjà actuellement en stock. Et par là même, on évite toute la phase de traitement en déchets des phases qui finiraient au fond d'un stock et puis finalement bénées. Enfin, on réduit en fait la période d'approvisionnement, ce qui permet de se diriger vers des moyens de transport plus lents et souvent bas carbone. Et enfin, ça permet de maintenir les sites et donc éventuellement d'amener jusqu'à une meilleure efficacité énergétique des sites de production d'Engie. Donc ça, c'est que 3 exemples qu'on a choisis, mais il y en a plein d'autres. Marion vous a parlé de tout ce qui est visioconférence. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça, c'est une meilleure solution que les déplacements physiques dans beaucoup de cas. Ça nous permet de travailler à distance. On peut parler de tout ce qui est blockchain, que si on développe correctement, pourrait nous permettre d'avoir une meilleure traçabilité. Il faut bien sûr prendre en compte aussi la consommation énergétique derrière, parce qu'on sait que la technologie des blockchains est très consommatrice, mais ça peut être une solution. On peut parler des smart grids ou des smart buildings qui cherchent aussi à réduire l'efficacité énergétique. Donc on peut voir que le numérique n'est pas qu'une source de problèmes. Le numérique est une source de solutions dans beaucoup de cas. Et donc la question qui se pose, c'est du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de cette problématique de l'impact du numérique? Comment ça se fait que ça revient aujourd'hui? Là, on vous a donné des exemples très vertueux et je pourrais vous en donner un pour illustrer pourquoi c'est une question qui peut se poser et à laquelle il faut réfléchir de façon pragmatique et scientifique en même temps. C'est que si vous regardez une analyse de cycle de vie ou une étude qui compare l'empreinte carbone d'un DVD versus le fait de regarder un film en streaming, on va voir que le streaming semble être une meilleure solution. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé avec le développement des plateformes de streaming? Je ne sais pas pour vous, en tout cas pour la plupart dans mon entourage, je pense que moi-même aussi.
Avant, je regardais peut-être un DVD par semaine, deux maximum. Aujourd'hui, on a des plateformes de streaming qui nous permettent de regarder des films tous les soirs, voire 2 fois par soir, voire faire, si quelqu'un le fait, regarder toute une série pendant le week-end. Et donc, on est allé vers plus de consommation. Donc, la solution en tant que telle était meilleure. Après, on a surnumérisé, allé vers plus de consommation. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui si l'effet d'une plateforme comme Netflix ont été néfastes ou pas, parce que ça dépend des ordres de grandeur entre les deux solutions et de la consommation, mais c'est un vrai phénomène. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Yevon. Et donc, Yevon, qui était un économiste, ce qu'il avait remarqué, c'est que quand on a une amélioration de l'efficacité énergétique, on n'a pas toujours une réduction de la consommation globale d'énergie. Parce que, vu qu'on a amélioré l'efficacité énergétique, le prix de l'énergie baisse, et donc les gens consomment plus. Et ça, c'est quelque chose qui a fait ses preuves dans d'autres domaines et dans d'autres cas, et notamment, ça a fait ses preuves dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, on remarque que l'amélioration de l'isolation, par exemple, ne mène pas à une réduction de la consommation énergétique, parce que les gens, ils chauffaient peut-être à 19 avant d'avoir leur isolation, et après, vu qu'ils payent moins en énergie, ils chauffent un peu plus, donc ils chauffent à 22 par exemple, et donc la consommation globale n'est pas réduite. Et donc, c'est contre ça qu'il faut lutter quand on parle du numérique, c'est contre la surnumérisation, ou en tout cas, il faut s'assurer que les gains apportés par la solution numérique sont assez élevés pour compenser cette surutilisation potentielle, cet effet rebond. Donc aujourd'hui, comment maîtriser son empreinte numérique? C'est ce qu'on a essayé de théoriser, entre guillemets, sur 3 piliers. Donc le premier pilier, et vous l'aurez compris, c'est au cœur un peu de notre présentation, c'est la mesure. Puisque en fait, on ne peut pas travailler, on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne mesure pas, qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, il y a les données disponibles pour mesurer l'empreinte environnementale du numérique sont très peu granulaires et il y a très peu de méthodologies communes très précises qui vont spécifier les hypothèses à prendre. Donc sur ce volet-là, on va dire c'est des acteurs qui sont spécialistes de l'empreinte environnementale comme Cantis qui peuvent contribuer énormément. Et puis le deuxième volet, c'est ce que Microsoft disait, c'est la transparence. Aujourd'hui, en fait, on voit de plus en plus les différents acteurs de la chaîne de valeur du numérique qui commencent à prendre conscience de l'importance de la mesure et aussi qui sont de plus en plus sollicités par leurs clients pour avoir la mesure environnementale de leur propre brique d'un service numérique. Et aussi, on vous donnera un exemple plus tard pour illustrer un peu ces 3 piliers. Mais donc le deuxième pilier, c'est l'adaptation des moyens. Ici, c'est vraiment se focaliser sur le service qu'on souhaite rendre grâce à notre service numérique et vraiment adapter les moyens mis en œuvre à ce service pour éviter la surutilisation du numérique. Et enfin, le dernier pilier, c'est la sensibilisation, puisqu'on l'a vu, la phase d'utilisation a une très forte part dans l'impact environnemental. Donc c'est donner toutes les clés en main à l'utilisateur, au consommateur, pour qu'il puisse lui-même en faire bon usage et éviter aussi la surconsommation. Donc là, on a repris l'exemple de la plateforme Biwi développée par Engie Digital pour illustrer un peu ces 3 piliers, puisqu'on a accompagné Engie, notamment là pour commencer dans la mesure. Donc, pour rappel, la plateforme Biwi, elle permet l'échange de pièces détachées entre différents stocks d'Engie. Et là, le but de la mesure, il était double. Il était premièrement déjà de s'assurer que l'empreinte environnementale de la plateforme restait minime par rapport aux émissions qu'elle permettait d'éviter. Donc c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. On voit bien, on a été rassuré, entre guillemets, grâce à cette mesure, de voir qu'il y avait quand même un bilan positif. Et le deuxième objectif de cette mesure, c'était aussi de creuser
Et à nouveau, ces deux aspects, de creuser l'impact de la plateforme numérique et savoir ici comment minimiser les effets de cette plateforme, enfin les impacts de cette plateforme, et aussi bien comprendre les émissions qu'elle permettait d'éviter, et à nouveau là, de maximiser ce levier-là. Et on va dire que là-dessus, on a regardé sur des leviers assez généraux. Le deuxième axe qu'on a essayé de voir, c'est les leviers qu'on pouvait actionner en fonction des différents usages. Donc, ce qu'on a fait, c'est que on a regardé, on s'est penché vraiment sur différents scénarios de la manière dont était utilisée la plateforme. Et là encore, on s'est focalisé sur la plateforme numérique et sur les émissions évitées qu'elle permettait. Donc sur les usages, typiquement, la plateforme numérique, au moment où on commence à la lancer, il y a très peu d'échanges, très peu d'utilisateurs. Donc le but, c'est vraiment de dimensionner, on va dire, les serveurs typiquement nécessaires au mieux par rapport à la donnée qui est utilisée au flux. Et on va dire sur la partie émissions évitées, là, c'est pareil, on a regardé vraiment différents scénarios d'utilisation et ce qui ressort, c'est deux types d'utilisation vraiment vertueux. Le premier, c'est quand on utilise un moyen de transport peu carboné. Et le deuxième, c'est lorsqu'on permet des échanges entre sites très proches. Donc une fois qu'on a bien compris les leviers vraiment typiques des différents usages, le but, c'est de permettre d'orienter, on va dire, le service numérique pour privilégier ces usages les plus bénéfiques. Et donc le troisième pilier, c'est... Juste pour compléter, ouais, Marion, si tu peux revenir 2 slides en avant notamment. Ce qui est important aussi, c'est l'adaptation des moyens numériques par rapport à l'objectif visé. C'est-à-dire que dans ce cas présent, c'était intéressant, c'est ce qu'on voyait. Du moment où on avait 100 transactions par an, ça devenait intéressant. Bon, même avant, ça devenait intéressant. C'est sûr que si on avait remarqué qu'au niveau on avait une seule transaction par an, tout de suite, l'empreinte d'avoir toute cette plateforme, toutes ces machines qui tournent, d'avoir les data centers, d'avoir plein de gens qui se connectent juste pour une transaction par an, n'aurait pas été suffisante. Et donc, le conseil aurait été différent. On aurait dit, il faut peut-être adapter les moyens. Peut-être que faire toute une plateforme, ce n'est pas nécessaire. Et c'est quelque chose qu'on voit se produire aujourd'hui beaucoup, c'est-à-dire combien d'applications existent aujourd'hui sur le marché, combien sont réellement utilisées. Mais même une application qui est utilisée par un utilisateur veut dire qu'il y a des serveurs derrière qui tournent pour la faire fonctionner. Et donc, on est dans des cas où les moyens ne sont pas adaptés à l'usage qu'on en fait. Et c'est ça aussi qu'on doit prendre en compte quand on parle du numérique. Merci, Martial. Et donc, pour illustrer justement ce troisième pilier de la sensibilisation, ici, sensibilisation des utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire? Les utilisateurs ici, ça va être les acheteurs de ces pièces détachées. Et donc, je vous parlais du transport. Donc, un des leviers de les sensibiliser, c'est par exemple de décrire en fait, à côté des différents types de transports qu'ils peuvent choisir, l'impact environnemental associé. Et puis un autre des leviers qu'on avait évoqué, c'est de les sensibiliser aussi à chaque fois qu'ils utilisent cette plateforme en fait, sur les impacts qu'ils ont permis d'éviter et donc sur vraiment l'aspect vertueux de cette plateforme. Et ce qui est intéressant, c'est que le numérique offre beaucoup de possibilités pour ce type d'action de sensibilisation, même de façon moins forte. Quelque chose sur lequel je milite auprès de certains de nos clients, même si je crois que je n'ai pas vu aboutir encore l'idée, c'est de se dire, aujourd'hui, on a beaucoup d'utilisateurs d'Amazon, et souvent, on oublie que les actions qu'on fait sur un ordinateur ont des effets sur la vie réelle. Et Amazon ne nous propose pas trop de choix sur le transport. Ils veulent juste nous livrer le plus vite possible. Et donc, pour vous donner un exemple, moi, j'ai un ami qui a commandé récemment différentes choses sur Amazon le même jour. Du coup, on a eu le livreur Amazon qui s'est pointé 4 jours d'affilée. Et on pourrait notamment avec le numérique sensibiliser en disant est-ce que vous ne voulez pas avoir une livraison groupée? Ok, ça va mettre plus de temps, mais vous allez réduire votre empreinte de tant de pourcents pour le transport. Et ça, c'est des solutions que le numérique nous propose, et c'est aussi du coup réengager les personnes sur l'effet du numérique et sur le fait que le numérique a aussi un effet sur le monde réel.
Merci Martial. Je te laisse conclure Oui, sur tout notre à fait. session. Donc, on voulait conclure sur différents points aujourd'hui. Donc, le premier, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait aborder, c'est le fait que le numérique a quand même un rôle clé dans la transition écologique, dans la transformation. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait à toute vitesse et on ne peut pas en limiter ses capacités. Et nous devons donc valoriser ceci. Ce n'est pas un fatalisme, puisque le secteur du numérique a quand même beaucoup de moyens pour réduire son empreinte. Il y a beaucoup de façons de travailler sur tous les aspects de la chaîne de valeur, que ce soit sur réduire la quantité de données, sensibiliser le consommateur, améliorer la performance et les moyens mis en œuvre dans tout l'aspect serveur data center. Euh, et le dernier point, c'est que pour faire ceci, parce que nous sommes convaincus de l'importance de la mesure, il faut aussi que le secteur dans son ensemble s'engage. Comme Marion vous l'a dit, aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas toujours beaucoup de données sur ce qui se passe dans le secteur, et c'est ça qui a limité pendant longtemps notre capacité à faire de l'amélioration dessus, à avancer, à réfléchir à la question et à ne pas la négliger surtout. Et donc, c'est aussi pour nous un appel à plus d'engagement de la part du secteur et même de la part des entreprises. Ce qui arrive, nous, on a de plus en plus de demandes dans le secteur et de plus en plus de nos clients qui nous disent moi, je voudrais savoir quelle est l'empreinte de ma campagne marketing sur le web pour savoir comment est-ce que je dois agir. Ou quel est l'impact d'une campagne marketing en papier versus en digital? Est-ce que c'est vraiment mieux? Et c'est ce type d'analyse et d'études qui vont nous permettre de mieux comprendre les sujets et d'avancer. Donc, merci beaucoup à tous d'être là. J'imagine qu'il est bientôt On est dans les l'heure. temps, il Ouais, nous reste un petit peu de temps pour les questions. Donc, j'ai oublié de le dire au oui, début. c'est vrai. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit sur le site de ProDurable. Donc là, il y a une petite page web qui vous permet de les poser. Mais vu que j'ai oublié de le dire au début, si vous vous sentez de les faire à l'oral, malheureusement, on ne peut pas vous donner les micros pour des raisons sanitaires, mais si vous parlez assez fort, je suis sûr que toute la salle pourra vous entendre. J'avais quand même une question déjà, mais après, je vous laisserai la main, qui avait été faite à l'écrit et qui est très juste. Donc, vous avez tout à fait raison. Pour réduire notre impact numérique, nous aurions pu voter à la main levée au lieu d'utiliser une application. Oui, bien sûr. Donc, c'est très, très juste. Mais à culpa là-dessus. Après, c'était aussi pour un gain d'efficacité de temps, parce que sinon, on aurait dû donner les différentes réponses et attendre de voir combien lever la main, etc. Mais c'est très juste. Dans les faits, il y a d'autres solutions, en effet, et ça prouve bien qu'on est tous coupables d'avoir de ce réflexe de penser au numérique tout de suite. Oui. Tout à fait. Donc là-dessus, il faut savoir qu'il y a eu des campagnes qu'ils ont faites sur certains éléments. Donc le gouvernement a sensibilisé un peu, c'est pas très très présent, mais vous pourrez trouver quelques éléments faits par le ministère de l'écologie et de la transition qui parlent de ce sujet. Il faut savoir aussi que c'est Orange, si je ne me trompe pas, qui avait fait à un moment une campagne, notamment dans le métro de Paris, où ils sensibilisaient au fait que pourquoi c'était important de ne pas envoyer des grosses pièces jointes en mail, pourquoi c'était important de nettoyer sa boîte mail de temps en temps. Donc il y a des acteurs qui se positionnent là-dessus, mais c'est vrai que c'est très limité. Et puis deuxième élément, c'est là où je parlais, c'est que dans certains cas, ça va pas toujours dans le sens que certains acteurs voudraient, puisque réduire son empreinte numérique, ça veut dire aussi parfois consommer moins. Ce qui forcément n'est pas ce que des acteurs voudraient toujours entendre. Même si, comme je disais à Marion hier quand on parlait du sujet, sur une plateforme comme Netflix, de toute façon, vu que c'est des abonnements mensuels, que vous regardiez ou non, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour eux. Mais bon, ils cherchent quand même à avoir de plus en plus de personnes à bord. Après, il y a quelques démarches qui se lancent. Là, il y a quelques mois, justement, le gouvernement a obligé tous les providers d'Internet, de téléphonie, à mettre en bas de notre facture à tout à chacun l'empreinte CO2 associée.
Donc c'est des petites démarches qui commencent comme ça. Après, c'est vrai qu'on a un rôle de l'État sur cette dimension-là peu intrusif, et nous on pense que ça viendra vraiment des entreprises, et on essaye de convaincre les entreprises, c'est dans leur but, dans leur intérêt également, pour pas être vus comme des moutons noirs, on va dire, de sensibiliser les utilisateurs pour dire que leur service il n'est pas mauvais de base, mais il faut aussi adapter son utilisation en fonction. Donc, on a eu 2 questions à l'écrit. La première, c'était: sommes-nous donc obligés de passer par des experts pour mesurer l'impact numérique de son entreprise au global? Alors, la réponse est non. Hein. J'ai déjà eu des clients qui sont venus me voir en disant: on a fait un calcul de notre empreinte numérique, est-ce que vous pourriez y jeter un œil juste pour être sûr qu'on est dans les clous ou pas? Après, ça demande pas mal d'énergie parce qu'il n'y a pas d'outils tout faits, il n'y a pas de système que je pourrais vous recommander. Ça veut dire aller chercher dans les publications scientifiques, et c'est souvent du bout par bout. C'est-à-dire qu'il y a une publication scientifique qui parle de l'impact de la transmission de données. Ensuite, vous allez devoir aller chercher les impacts des data centers ailleurs. Et puis, les impacts de tout ce qui est terminal utilisateur, ça, vous allez le voir en interne avec l'équipe informatique. Donc, c'est plutôt que les informations sont dispersées. Et donc, une entreprise qui voudrait le faire d'elle-même peut le faire, si ils ont les personnes internes pour le faire, sans aucun souci. Mais je ne peux pas vous conseiller aujourd'hui une plateforme ou quelque chose qui permette de le faire tout seul dans son coin. Puis peut-être pour compléter, en fait, ça dépend aussi dans quel type de démarche on est. Si on est dans une démarche de mesure, effectivement, on peut s'embarquer dans une démarche assez peu granulaire, mais qui nous donnera déjà un ordre de grandeur. Et donc, c'est déjà une information bonne à prendre. En fait, ce qu'on voit, c'est quand on essaye de creuser et de rentrer après vraiment, de se servir de ces données dans une démarche d'éco-conception, où là, c'est vraiment vertueux d'avoir un niveau de granularité quand même beaucoup plus précis pour bien comprendre quels sont les leviers d'action derrière. Et du coup, une troisième question qu'on a reçue à l'écrit, c'était: comment prendre en compte l'impact des réseaux sociaux? Par exemple, je filme votre présentation, je la poste sur les réseaux, puis elle est likée et repartagée, etc. Où s'arrête la mesure des impacts? Donc ça, c'est un point hyper clé et qui, souvent, on s'arrête là où on va avoir de l'information accessible. C'est difficile souvent de pouvoir faire le suivi de toutes les actions qui ne sont pas maîtrisées par un acteur donné. Et donc, par exemple, sur une entreprise qui voudrait faire son empreinte numérique et qui s'intéresse à la part de l'impact des réseaux sociaux, souvent, on va se limiter, en tout cas nous dans nos calculs, à ce qu'elle va poster directement d'elle-même, parce que ça, c'est des choses qu'on peut tracer, qu'on peut suivre, on peut savoir combien c'est. Après, il y a quand même, quand c'est des publicités payées, du suivi des compteurs qui sont utilisés par les agences de marketing et que nous, on peut retraduire du coup en termes d'impact derrière, par exemple, où on va savoir combien de fois l'image s'est affichée sur des écrans. Et donc ça nous permet aussi de mesurer cet impact, mais il y a une limite et en effet, c'est plus un ressenti qu'une réalité. Je pense qu'en effet, on ne voit pas tout parce que souvent, ceux qu'on arrive à suivre, c'est ceux qui ont été payés, et tout ce qui a été fait de façon gratuite, par exemple, l'exemple là, c'est plus difficile à suivre parce que je n'aurai pas dans les informations de Cantis tout ce détail. Je pense une information aussi, un chiffre clé qui, moi du moins, m'a marqué, c'est pour aller dans le sens du fait qu'on n'imagine peut-être pas forcément tous les échanges de données associés à un service numérique, c'est que quand on télécharge une page web, il y a, alors ça diffère des études, mais certaines études montrent qu'il y a 50% des données échangées qui sont pour des trackers, en fait, pour tout ce qui est échange de données, pour la publicité que vous verrez affichée sur la page web. Et du coup, je vais prendre une dernière question parce qu'on n'a plus que 2 minutes. Peut-on aujourd'hui comparer l'impact de différentes infrastructures, fibre ADSL ou THD par exemple? Donc oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des études qui existent qui comparent différents types de réseaux. Et d'ailleurs, c'est encore plus le cas maintenant avec l'arrivée de la 5G, puisque beaucoup de questions se posent là-dessus. Et qui vont dans un sens ou dans l'autre. Là, je ne peux pas vous donner la réponse à chaud tout de suite. Mais par exemple, dans le cas de la 5G, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que par gigaoctet consommé,
ça consomme moins. Par contre, il y aura un débit beaucoup plus important, donc probablement beaucoup plus de gigaoctets qui vont être transmis. Et donc, au global, on attend que la 5G augmente la consommation énergétique finalement. Donc, on est encore vraiment dans ce cas du paradoxe de Yevon, où on a une amélioration en efficacité énergétique, puisqu'on consomme moins d'énergie par octet transmis, mais au global, une consommation plus élevée. Je vous remercie. Donc, on a un stand. Si jamais vous voulez passer, vous avez d'autres questions, c'est le PU69. Donc, n'hésitez pas à nous dire bonjour. Et puis, vous avez nos informations également. Merci. Merci.